Et je vais vous laisser entre les mains de Catherine qui va vous présenter la carte blanche à suivre et qui vous réserve une petite surprise. Oui, ne partez pas encore. On est parti de l'immobilier, des bâtiments, on est arrivé au sol. Le sol, moi quand j'étais journaliste, la première chose que je me disais quand je faisais mes articles ou mes reportages, c'était à qui appartient le sol. Et quand on a résolu cette question, en tout cas quand on l'aborde, on comprend beaucoup plus de choses. Et donc pour nous en parler, j'ai demandé à Laurent Girometti de venir, mais alors dans une fonction un peu différente de d'habitude, puisque Laurent Girometti est un super spécialiste du logement, de l'aménagement, c'est le directeur général d'EPA Marne et EPA France. Mais maintenant, il est aussi auteur d'un roman, et ce roman s'appelle, je vous le donne en mille, Le sol. Merci Catherine. Alors effectivement, je fais un peu le contre-emploi de service pour terminer aujourd'hui, puisque d'habitude, je vous aurais parlé de ce sujet plutôt comme expert, mais on peut aussi être autre chose qu'un expert. Donc le sol, voilà, il sort la semaine prochaine en fait. Alors, il doit déjà être disponible un peu en précommande, mais il sort mercredi prochain. Et donc j'ai profité de cette carte blanche pour évoquer quelques sujets, alors qui ont déjà été abordés assez largement en fait dans le courant de la matinée. Le sol, en fait, c'est un principe de fixité et de permanence. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vu. Ça ne se passe pas à Soulac, en l'espèce. Donc, c'est quelque chose qui dure. Et la propriété, c'est une affaire de temps long. Et c'est pour ça que dans ce roman, j'ai fait le choix d'une unicité de lieu. Voilà, tout se passe au même endroit. Mais par contre, d'une action qui se déroule sur un temps relativement long, 3 siècles et demi en l'espèce. Alors, le roman n'est pas chronologique, mais ça permet de balayer des périodes successives. Il y a l'Ancien Régime. Il y a la Révolution, 1789, il y a la période industrielle, il y a l'après-guerre, les 30 Glorieuses, la société de consommation, un peu de folie immobilière aussi. Et puis il y a le futur, en fait, ça se termine au milieu du 21e siècle. Et pendant tout ce laps de temps, en fait, la propriété, qui est en fait le thème central du roman, a le temps d'évoluer. Alors elle change de main à plusieurs reprises, le sol est remanié plusieurs fois, mais elle change aussi de définition. Et donc il y a plusieurs moments comme ça où cette propriété bascule. Alors, je vais vous en donner quelques petits extraits à ce sujet. Le premier sur lequel je voulais venir, c'était justement la bascule de 1789. Alors, pour vous parler de ça, je suis obligé de vous raconter un petit peu que le narrateur dans le roman, qui parle à la première personne, c'est un homme assez âgé du milieu du 21e siècle qui est issu d'une lignée paysanne, mais qui a été en tout cas le dirigeant d'un groupe familial fondé par son père, basé d'abord sur la grande distribution, puis sur l'immobilier, puis sur tout un tas d'autres choses, mais qui est surtout fondé sur la propriété, qui est un élément qui, dans cette famille-là, en tout cas, est complètement constitutif voilà, de l'histoire familiale et indissociable. Et le premier élément fondateur dans cette famille, c'est un paysan de 1789, justement, qui devient propriétaire post-révolution. Alors, il faut savoir que la propriété sous l'Ancien Régime, elle n'était pas cadastrée comme elle l'est aujourd'hui. Enfin, le cadastre, c'est une invention napoléonienne. Et auparavant, vous aviez au niveau de chaque fief ce qu'on appelait des livres terriers. Alors ça, c'est une découverte. Je me suis beaucoup posé la question à ce moment-là. Comment ça s'est passé à ce moment-là ? Effectivement, les livres terriers, donc au niveau du fief, ils recensaient les propriétés du seigneur et puis leurs tenanciers. Ça permettait de capter des taxes diverses, quoi, les tailles, champards, lot des ventes, etc. Et un élément qui m'a beaucoup intéressé pour fabriquer de la petite histoire à partir d'une grande histoire, c'était qu'en 1789, en fin juillet, il y a un mouvement qui s'est répandu dans les campagnes françaises qui s'est appelé la Grande Peur, enfin, qu'on a appelé comme ça rétrospectivement, des soulèvements paysans qui ont donné lieu à des attaques de châteaux. Et au cours de ces attaques, il y a eu des incendies et notamment des livres terriers qui ont été brûlés. Alors ça, symboliquement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé parce que finalement, détruire le livre terrier, c'était détruire une propriété qui, en quelque sorte, opprimait ceux qui ne la détenaient pas. Pour autant, aucune volonté là-dedans, a priori, d'abolir la propriété.
plutôt une volonté d'avoir une part du gâteau en réalité, plutôt une volonté de partager la propriété, c'est-à-dire de ne pas détruire le concept même d'appropriation, mais bien une volonté de l'avoir avec une volonté d'accéder à une certaine liberté. Ça a été évoqué ce matin, la propriété comme liberté, c'est un élément assez important. Alors, l'ancêtre du narrateur dans le roman, puisque là c'est un roman, il accède à la propriété d'une manière un peu classique, puisque en 1789, en tout cas après 1789, il y a eu des confiscations puis des ventes. En l'espèce, ça ne se passe pas comme ça tout à fait. Il y a une attaque de château, mais il met le livre terrier à l'abri, puis il en négocie la restitution au seigneur contre de la propriété. C'est comme ça, finalement, que tout commence et que la famille devient propriétaire. C'est le premier extrait que je voulais vous donner. Ce que Germain voulait vraiment, c'était être libre. Et pour lui, être libre, ça n'avait rien à voir avec la pensée ou les opinions. C'était plus viscéral. Être libre, c'était ne pas dépendre. Et ne pas dépendre, c'était posséder. Ça nous est resté dans la famille Grand-Jacques. Être libre, c'était être propriétaire. De soi-même, de ses outils, de ses moyens de subsistance. Germain aimait dans le sol son immobilité. On était sûr que ça ne partirait pas, que ça ne se perdrait pas, que ça ne s'envolerait pas comme des pièces d'or ou du papier-monnaie. La liberté de partir ne l'intéressait pas. Sa conception de la liberté a enchaîné les Grand-Jacques à leur terre pour plusieurs générations, parce que tout bien réfléchi, tourné et retourné, c'était ça sa contrepartie. Puisque le terrier contenait tout le sol, pour le rendre, il en voulait sa part. Et pour son frère aussi. Comme ça, les terres Grand-Jacques appartiendraient définitivement aux Grand-Jacques, vu que leur sueur les fertilisait déjà depuis des siècles. Et une fois qu'ils auraient leur part, Joseph et lui, mutualisés, ça ne bougerait plus. Ils transmettraient à leurs enfants que ça ne devrait plus bouger et qu'ainsi, on ne dépendrait plus jamais de personne. Alors par la suite, la propriété devient un bien échangeable. Et ça aussi, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on sort d'un concept d'une sorte d'immuabilité et d'attachement éternel à la terre pour rentrer dans un système d'échange plus économique et plus marchand. Et ça, on le traduit avec le père du narrateur, notamment, qui est un commerçant, qui crée des supermarchés. Alors son premier supermarché, il le crée sur des terres qui sont dans la famille depuis 1789, du coup. Le deuxième aussi, d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, ça trouve ses limites, parce que, évidemment, les terres sont les unes à côté des autres. Il ne va pas multiplier les supermarchés tous au même endroit, et puis ils ne sont pas forcément adaptés, ils ne sont pas tous devenus constructibles. Ça se passe à la fin des années 60, à ce moment-là. Il faut donc commencer à vendre des terres pour en acheter d'autres, et ainsi de suite. C'est le deuxième extrait. On est passé par une phase intermédiaire où être libre, c'était être propriétaire, d'accord, mais pas forcément toujours des mêmes terrains et pas forcément pour les cultiver. Comme ça, grâce à mon père, on est devenu de plus en plus libre. Moi, ensuite, je n'ai fait que parachever. J'ai fini d'exprimer la mutation, en quelque sorte. Ne pas être propriétaire de ces supermarchés, ça ne serait jamais venu à l'idée de mon père, même quand les concurrents misaient sur des franchises. À côté des supermarchés, on a construit sur nos terrains des restaurants, autant modernes. C'est ma tante Odette qui les gérait. Tout autour, on a développé des galeries marchandes, puis des centres commerciaux entiers qu'on remplissait avec des enseignes nouvelles qu'on créait nous-mêmes. Ensuite, on a ouvert des hôtels, pas trop chers, en entrée de ville, dans nos zones commerciales. Pour approvisionner les supermarchés, il fallait des entrepôts. Alors on est devenu propriétaire d'entrepôts, qu'on a construits nous-mêmes, sur des terrains qu'on achetait, comme d'habitude. Quand on a monté notre propre marque distributeur pour vendre nos propres produits dans nos supermarchés, on ne s'est pas contenté de coller nos étiquettes sur de la bouffe produite par d'autres. On a bâti nos propres usines, sur des terrains qu'on achetait. On s'est lancé les premiers dans l'e-commerce et le drive. D'abord, on s'est organisé avec nos entrepôts. Ensuite, on en a développé d'autres, plus performants. Et on a décidé que ce serait bien d'avoir aussi nos propres data centers pour maîtriser nos chaînes. Mon père a bâti tout ça brique par brique, une idée après l'autre. Pour ce qui me concerne, j'ai vite vu qu'il deviendrait difficile de créer toujours plus de supermarchés et de centres commerciaux. On avait déjà bien couvert le pays et débordé chez les voisins. Dans le même temps, d'autres besoins s'exprimaient. Des entrepôts, des locaux d'activité, des data centers. On pouvait en construire pour les autres et pas seulement pour nous. Ça ferait un relais de croissance. J'ai aussi amené l'idée qu'on pourrait produire des logements. De fil en aiguille, la flotte a grossi. On était toujours propriétaires, mais plus seulement. On a constaté qu'on traversait de mieux en mieux les crises. Elles avaient tendance à nous renforcer. Elles nous offraient des opportunités. On ramassait les concurrents morts. Nos finances s'amélioraient quoi qu'il arrive. On gagnait à tous les coups. On avait le sentiment que notre escalier monterait jusqu'au ciel. Quand j'ai eu terminé la mutation du groupe, la définition familiale de la liberté avait changé. Être libre, finalement, c'était surtout être riche. Et le dernier aspect que je voulais évoquer, il a aussi été évoqué ce matin, c'est celui de l'aspect sentimental de la propriété et de sa participation à la constitution de l'identité. Alors, de même qu'on pouvait assimiler en partie la propriété à la liberté,
On a parfois, et ça a été évoqué notamment à propos du Signal, une sorte d'assimilation de ce qu'on est avec ce qu'on a, surtout quand la propriété est familiale et qu'elle dure longtemps et que s'y rattachent des racines ou des souvenirs. Le narrateur en fait l'expérience quand il nous parle à la fin du XXIe siècle, au milieu du XXIe siècle plutôt, à un moment où le concept de propriété a fortement évolué. C'est le dernier extrait sur lequel je terminerai. Les 2 maisons sur la place de Nercy, on les possède toujours aujourd'hui, plus ou moins. Parce que, disons-le tout net, de nos jours, ce qu'on appelle posséder n'est plus vraiment ce que c'était. La propriété, c'est devenu une notion tellement relative que ça devrait me déchirer le cœur. Mais bon, depuis qu'on m'a augmenté, je m'en fous. Sans toutefois parvenir à m'en foutre complètement. Je m'en fous, mais pas autant que prévu, et de manière sélective. Comprenons-nous. Je ne remets pas en cause les dérives néfastes de la propriété privée. J'ai assimilé l'accaparement insupportable des ressources qu'elle représente. Il faut ménager la mère planète et le vivant qu'elle abrite. Mon usus doit rester sobre, mon fructus modéré. Mon abusus est de toute façon déjà passé sous le contrôle des autorités. J'ai admis l'affaiblissement de mes droits, pas de problème. Je ne considère même pas ça comme une diminution. C'est grâce à mon augmentation, je suis devenu pleinement conscient. On me laisse encore détenir une simili-propriété sur un réseau de distribution et de services, dans le noble but de nourrir et d'équiper frugalement mes semblables, à condition de contribuer à entretenir et développer un système agricole vertueux, privilégier l'usage sur la possession, préférer la réparation à la mise au rebut. Je ne vends presque plus rien. Je loue plus d'expériences vécues que je ne commercialise de matériel. Ça me convient. Mes revenus restent suffisants. Je m'en fous. Mais la maison de Mémé Marguerite, rien à faire, je ne m'en fous pas. Je n'arrive pas à m'en foutre. C'est à cause des sentiments. Mémé n'est plus là, mais dans sa maison, je sens encore sa présence. J'entends encore sa voix me raconter les histoires qui ont pris tellement plus de sens depuis qu'on m'a augmenté, depuis que je relis et que je comprends tout à travers les siècles. Je m'assois dans son fauteuil et tout est là. Je superpose ses calques avec les miens, j'aime le souvenir de ma mémé. Et tous les atomes d'elle en moi, je veux garder sa maison, même si je ne l'occupe pas et que personne ne l'occupe. J'y viens seul de temps en temps, quand je veux me rappeler la douceur de ses bras. Alors je me bats avec l'administration pour qu'on ne me la confisque pas, même si je n'ai pas le droit pour moi. Elle reste vide alors qu'on pourrait y loger une famille, même 2. La dernière fonctionnaire qui m'a menacé voulait me faire culpabiliser sur ce point. Avec l'augmentation, ça aurait dû marcher. Ma propriété, je devrais m'en foutre. La sensibilité au sort de mes frères devrait l'emporter, mais non. Ils n'occuperont pas la maison parce qu'elle n'est pas disponible. Le souvenir de Mémé prend déjà toute la place. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. On a eu beaucoup le temps, pas du tout même, pour vous donner la parole, mais on fera un autre événement où vous reviendrez. Voilà, j'espère que vous repartirez avec une autre manière peut-être d'envisager les choses, la propriété, le logement. Voilà, vous travaillez tous sur ces sujets et donc on est tous ensemble pour faire avancer cette grande cause. Donc merci encore. Je vais demander juste à ceux qui doivent rester cet après-midi, donc ils savent, de rester juste avant qu'on sorte. Voilà, pardon. Merci encore.